Christian Trémois, il paraîtrait, voilà, qu'il n'y a pas très longtemps, notre cher juriste Trémois aurait été débarqué d'un vol de Air France qui devait décoller de Lomé sur Paris. On continue de fouiner autour de cette affaire la plus écoutée au Togo. Ça, c'est un fait. Et donc, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Vous avez passé une bonne fête d'Assomption pour les catholiques. Et nous voilà repartis pour quelques heures de live, de partage d'informations sur l'actualité de notre pays, ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et voilà. Et donc, le live de ce jour tournera autour de trois grands points. Il y a toujours la rubrique des informations. On parlera de la grève des dockers avec la machine de désinformation de la direction du port autonome de Lomé. Et ensuite, on parlera du grand marché de Lomé. J'ai quelques nouvelles à partager avec vous sur le grand marché de Lomé. Et voilà les sujets qui vont meubler le live de ce jour. Et avant de rentrer dans la rubrique des grandes informations, on va partir d'abord au Ghana. Là, il n'y a pas d'image. On va partir au Ghana. Vous savez que le Ghana est en plein processus de réforme constitutionnelle. Le Ghana est en train de discuter pour faire une réforme de sa constitution. C'est la constitution de 92 aussi au Ghana, créant la 4e République. Il n'y a pas de son sur TikTok. Je pense qu'il y a suffisamment de son. Il y a le son. Et donc, un instant. Donc, le Ghana est en plein processus de réforme constitutionnelle et la constitution du Ghana est de 92 aussi, et elle a institué la 4e République au Ghana. Et 36 ans après, 34 ans après, je pense, la classe politique, en tout cas le président actuel du Ghana, trouve nécessaire de revoir la constitution pour corriger certaines anomalies. Ça arrive dans un processus démocratique normal. Et donc, ils sont en pleine discussion. Les points essentiels de cette révision constitutionnelle, c'est de prolonger le mandat présidentiel de 4 ans à 5 ans. Ensuite, c'est de ramener l'âge pour être candidat à la présidentielle à 35 ans. Et c'est de fixer aussi le nombre des ministres à 60, je pense. C'est de fixer le nombre de ministres à 60 parce que jusqu'à présent, les ministres au Ghana vont jusqu'à 100 et ça crée énormément de charges pour l'État. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs pourquoi je partage cette information avec vous. Nous avons écrit un article que vous pouvez lire sur notre site internet. Il y a des discussions en commission, des discussions au Parlement, et le président ghanéen a décidé que la réforme sera faite par référendum. Donc, ils vont demander l'avis des Ghanéens en début 2027 par référendum, si les Ghanéens sont d'accord sur cette réforme constitutionnelle ou pas. Je le dis parce que chez nous, comment je dirais ça, les tripatouilleurs de la constitution togolaise n'ont pas jugé nécessaire de demander l'avis du peuple. Ils ont choisi quelques individus qu'ils appellent les forces vives, et ils ont procédé à un changement, ce n'est même pas une révision, à un changement de la constitution, ce qui leur vaut aujourd'hui tout ce qui
tourne autour de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, il faut suivre ce processus-là du côté du Ghana. On va revenir au Togo pour parler un peu du foncier. La dernière fois, j'ai mis en circulation un document sur le foncier, un document que les gens n'avaient pas avant, qui était discuté dans un cercle assez fermé. Là aussi, c'est des amendements du code foncier. Et c'est quand même un peu bizarre que pour des amendements aussi importants, le gouvernement, les députés n'ont pas jugé nécessaire d'ouvrir un débat public, sachant que la terre est une question très sensible dans notre pays. La terre est une question très sensible dans notre pays. Et depuis qu'on a sorti le document, il y a des vagues. Il y a des vagues qui se font. Et beaucoup de gens se rendent compte des anomalies, des incongruités dans ce document-là, Et par exemple, le fait que les autorités togolaises veulent déposséder les notaires de leurs prérogatives de certification des actes d'achat de terrain foncier, d'achat de terrain, ce qu'ils appellent eux-mêmes l'authentification. Parce que si dans tous les pays, ce sont les notaires qui s'en chargent, mais les autorités de notre pays veulent récupérer ces prérogatives-là pour les transférer aux mairies. Alors que le Togo, ça viole, comment appelle-t-on, les tests de l'OHADA. Et on ne peut pas aller prendre une certification d'un acte d'achat de terrain dans une mairie pour aller faire un prêt en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina et tout ça. Donc, seuls les notaires ont ce pouvoir-là. Et donc, ce sont des incongruités qui sont dans ces dispositions. Il y a aussi le fait que, je le disais tantôt, il n'y a pas de débat public associant tous les acteurs, y compris même la population, faire un débat sur les médias, poser des questions pour que les populations soient au parfum de cette réforme-là qui crée même des problèmes entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et l'OTR, parce que l'OTR, abritant le cadastre, estime que si réforme il devait y avoir, c'est eux qui devaient piloter cette réforme-là, et le ministère aussi dit que c'est dans ses prérogatives, puisque c'est le ministère de l'Aménagement, de la réforme foncière et tout ça. Ensuite, il se dit dans les coulisses qu'ils vont fixer un plafond d'achat de 100 hectares dans ce test-là. Pour limiter l'accaparement des terres et tout ça, ils vont fixer le plafond à 100 hectares. Et la question qu'on se pose est de savoir, ceux qui ont acheté déjà 500 hectares, 1000 hectares et tout ça, est-ce que la loi sera rétroactive? Est-ce que ces gens-là, ils vont, l'État va racheter auprès d'eux le surplus qu'il va remettre dans le domaine public, ou on va leur laisser les 1000 hectares, les 800 hectares, les 700 hectares, parce qu'ils auraient déjà acheté avant l'amendement du test. Donc, c'est aussi des problèmes qu'il faut régler. Si vous mettez le plafond à 100 hectares, ceux qui ont déjà acheté 1000 hectares, 5000 hectares, 6000 hectares, combien d'hectares, il faut que vous ramenez tout le monde au même niveau. Si c'est 100 hectares que on doit acheter, si c'est autorisé, il faut que l'État rachète le surplus et ramène ces terrains-là dans les domaines publics pour pouvoir permettre aux paysans qui sont dans les villages de retrouver la terre pour cultiver. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays avec l'achat massif des terrains par la minorité, c'est un abus de faiblesse. Les gens qui se sont enrichis à travers les caisses de l'État vont dans les villages où les populations sont déjà suffisamment appauvries avec le jeu des géomètres véreux et vont déposséder les villageois de leur terrain. Il suffit d'amener 10 millions dans un village aujourd'hui, puisque les villageois sont tellement pauvres. Vous pouvez acheter 300, 500, 600 hectares, parce que les gens n'ont rien à manger, et donc la seule chose qui leur reste, c'est de vendre la terre nourricière. Et donc, c'est un abus de faiblesse. C'est pour ça que c'est à l'État de réglementer, de réguler l'achat des terrains pour qu'on puisse préserver les générations futures. Donc c'est ce que je voulais dire sur la question du code foncier. Il y a encore quoi? Il
il y a un commissaire principal, patron de GIPN. Le GIPN, c'est le groupement d'intervention de la police nationale. C'est une unité spéciale, c'est comme l'USIG de la gendarmerie, qui est en garde à vue ou qui a été arrêté, qui est dans les locaux du SCRIC avec 2 autres individus. Je reviendrai sur cette information et les détails parce que ils appartiennent à un réseau que eux-mêmes qualifient de réseau de malfaiteurs. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ils font de la narque sentimentale sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont mis en place un réseau qui consiste à proposer des mariages ou une amitié pour aboutir au mariage à des femmes qui sont souvent des expatriés. Et quand ces femmes arrivent à Lomé, ils les dépouillent et puis bon voilà. Et je vais revenir sur les détails. C'est un commissaire principal qui a géré ou qui gère le GIPN. Le GIPN, c'est l'unité spéciale de la police nationale. En dehors de ça, alors je voulais interpeller le ministère de la Santé et l'Ordre des médecins. La dernière fois, on a parlé des boissons énergisantes. Là, on va parler un peu des produits cosmétiques. Depuis un certain temps, il y a des gens, il y a des individus, généralement de sexe féminin, qui sont sur la toile et qui vendent et qui déversent au Togo beaucoup de produits cosmétiques. C'est des nouveaux cosmétologues, oui, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui font de la cosmétologie, des nouveaux cosmétologues qui vendent beaucoup de produits éclaircissant la peau. Sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui procèdent aussi à l'injection. Ils font de l'injection. Alors qu'ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas dermatologues, ils ne sont absolument rien. On ne sait pas quel agrément ils ont pour faire ce travail-là. Et ce phénomène commence par produire des effets collatéraux. Parce que les produits qu'ils vendent, personne ne les contrôle. C'est des produits parfois à forte potentialité cancérigène. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui tirent des maladies de ces produits qu'ils utilisent sur la peau et tout ça par des injections. Donc quand dans un pays, vous en arrivez à ce niveau-là, l'Ordre des médecins doit interpeller l'État. Au Cameroun, ça s'est passé la dernière fois, il y a des gens qui ont été interpellés, l'Ordre des médecins a réagi pour que ce secteur-là soit régulé. Parce que vous allez créer de nouveaux malades dans le pays d'ici 5, 10, 20 ans. Et ce sont des produits qui sont foncièrement, potentiellement cancérigènes. Et donc, l'Ordre des médecins, c'est votre responsabilité. Et si l'État ne réagit pas, si le ministère de la Santé ne fait rien, c'est votre responsabilité de demander à l'État de réguler ce secteur et de faire en sorte que ces produits-là ne puissent pas être déversés sur le marché togolais et qu'on pousse nos jeunes filles, nos jeunes sœurs à aller acheter des produits pour éclaircir leur peau et à la fin même faire des injections. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas infirmier, tu n'es rien. Tu injectes des produits dans les corps des gens. Par rapport à quoi? C'est quoi le problème? Donc, tous ceux qui se livrent à ces genres d'activités, il faut les rappeler à l'ordre. L'État doit protéger les citoyens. C'est la responsabilité de l'État. Et donc, il revient à l'Ordre des médecins de faire sa propre enquête par rapport à tous ces gens-là qui pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec tous ces produits-là qu'on vend pour demander à l'État d'agir avant que la catastrophe n'arrive. Parce que vous avez plein de gens qui vont aujourd'hui dans les hôpitaux et qui se retrouvent en difficulté lors des opérations, lors des interventions chirurgicales et lors de certaines opérations. Et le phénomène prend de l'ampleur, ça devient un problème de santé publique. Donc c'est un coup de gueule que je passe par rapport à ça. Il faut que des gens qui ont fait le lycée, qui étaient médiocres en physique-chimie, ils sont devenus des spécialistes de mélange des produits. Vous imaginez? Les gens qui ne pouvaient pas lire des formules chimiques au lycée, ils sont devenus sur les réseaux sociaux des spécialistes de la chimie. Je ne sais pas, ils sont devenus des producteurs de trucs chimiques. C'est pas possible. Il n'y a qu'au Togo ou en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Tu ne sais pas quel genre de mélange ils font, quels sont les dosages et tout ça. Ils disent oui, on fabrique des produits qui éclaircissent la peau. Alors que quand ils étaient au lycée, ils avaient des 2, 3 en physique-chimie.
Alors, dans 2 jours, ce sera le 19 août 2017. C'est une date mémorable pour le Togo et comme nous sommes à 2 jours de cette date-là, aujourd'hui ça doit être la 9e année qu'il y a eu cet événement majeur qui a donné un coup de pouce à la lutte au Togo et qui a d'ailleurs permis de revoir beaucoup de choses sur la scène politique togolaise. Et donc ça fait 9 ans que Tipi Achadam a lancé son mouvement après des semaines et des mois de travail très profond de sensibilisation. Et le 19 août, tout le monde a vu ce que ça a donné au Togo. C'est une date qui rentre dans les annales de l'histoire et il faut en parler en rendant hommage à l'un de ces acteurs-là, Tipi Achadam, qui n'est plus aujourd'hui sur le territoire et que son parti aussi n'est plus autorisé à travailler de façon formelle. Et donc, espérons qu'il va retrouver sa fougue et il va donner de ses nouvelles. Mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a fait un travail assez solide, même si après ce qui a suivi a été mal géré par l'ensemble de la classe politique, avec ce que vous savez, la C14, les mauvais choix, et les problèmes d'égo et tout ça qui ont plombé après totalement la lutte. Il faut rendre hommage, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc nous avons une pensée pour Tipi Achadam, pour le travail qu'il a eu à faire, et pour tous ces militants, certains qui sont encore en prison, beaucoup sont morts et beaucoup sont encore en prison. Il y en a encore 13 qui sont en prison pour la C14. Je vous disais la dernière fois que la justice les avait libérés, mais depuis 6 mois on les a gardés, et là le jeudi passé on vient de leur signifier encore de nouvelles charges, c'est-à-dire une manière de ne pas les libérer, de les garder encore le plus longtemps possible en prison. Et ces gens-là, on les accuse d'avoir tenu une réunion en prison avec Aziz Goma, qui lui aujourd'hui est à l'extérieur, et que cette réunion avait pour objectif de déstabiliser le pays. Donc on les accuse d'association de malfaiteurs, je ne sais pas quoi, et tout ça là. Et donc une pensée pour nos frères, nos camarades de lutte du PNP qui ont fait un travail assez louable, mais qui ont payé aussi un lourd prix dans cette affaire-là. Les morts, les exilés, les assassinats et tout ça. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que ce parti va revenir en force. Donc il était important qu'au niveau de la rédaction, on puisse saluer ce travail qui a été fait il y a 9 ans. À Trimois, Christian Trimois, il paraîtrait, voilà, qu'il n'y a pas très longtemps, notre cher juriste Trimois aurait été débarqué d'un vol de Air France qui devait décoller de Lomé sur Paris. On continue de fouiner autour de cette affaire-là. C'est pas évident, c'est pas exactement quel ennui il a. Peut-être que c'est gâté entre lui et ses amis. Et donc, si on te débarque d'un vol qui s'apprête à décoller, c'est que tu as une interdiction de sortie peut-être du territoire. Et donc, on va regarder un peu ce qui se passe autour de Trimois. C'est vrai qu'il se fait beaucoup discret depuis un certain temps, et c'est son petit frère qui est au ministère de l'Investissement qui fait beaucoup de bruit. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, au ministère des Sports, je pense que c'est un secrétariat d'État. Il y a un ministre là-bas qui s'appelle Fofana, celui qui court chaque samedi là et qui fait les grimpés avec les gens. Il se fait que dans son ministère, rien ne marche depuis qu'il est arrivé, et que tous ses administrés se plaignent, et les directeurs aussi régionaux plutôt se plaignent, parce que d'abord ce ministre il fait rarement des visites de terrain, il n'est pas allé dans les services déconcentrés pour
touché du doigt les problèmes de son cabinet. Il ne répond pas aux mails. Ça, ce sont il ne répond pas aux mails. Il a le temps de courir les samedis, de faire les grimpés. Il ne répond pas aux mails. Il prive la plupart des gens de son cabinet du ministère des bons de carburant, qui sont des dotations que l'État leur donne. Lui, il bloque tout ça. Ensuite, il ne paye pas les prestataires, les gens qui viennent livrer les consommables au ministère, et donc les papiers, les encres et tout ça, au point qu'aujourd'hui, dans son ministère et dans les directions régionales, ce sont les responsables eux-mêmes qui prennent de l'argent pour aller acheter les papiers RAM et imprimer les documents. Vous voyez à quel niveau l'État est dans une catastrophe totale. C'est-à-dire qu'au ministère de la Jeunesse et des Sports et dans les directions régionales, ce sont les préposés qui sont là-bas, qui sortent eux-mêmes de l'argent de leur propre poche pour aller acheter les papiers RAM, les encres d'impression et tout ça. Donc, il ne veut rien entendre. Il a bloqué tous les avantages de ses collaborateurs. Il refuse de payer les prestataires et donc plus personne ne livre quoi que ce soit au ministère. Et je ne sais pas, ils ont dit qu'ils avaient une feuille de route gouvernementale et que les ministres ont évalué, mais je ne sais pas si le bonhomme là, lui, l'a évalué. Je ne sais pas si c'est sur ses performances au ministère qu'on l'évalue ou bien les courses qu'il fait les samedis qu'on l'évalue. Mais toujours est-il que depuis qu'il est au ministère, il n'a proposé aucun projet d'envergure, ni de stade, ni de terrain de jeu, tout, rien du tout. Quand on le voit dans la rue en train de courir. Donc, son ministère a des problèmes. Alors, il y a quoi encore? Je vais éliminer les points les uns après les autres. J'arrive à la technique. C'est bon. C'est bon. Alors, hier, c'était le 15 août. Et le 15 août 2008, nous avions perdu une grande personnalité de notre pays. Joachim Atouté Agbobli. Joachim Atouté Agbobli était un homme public d'une très grande valeur, un intellectuel qui donnait, qui s'impliquait dans le débat public en donnant son point de vue, quelqu'un qui a eu un parcours assez riche, historien de formation, journaliste, diplomate. Et donc, le 15 août 2008, on a retrouvé son corps à la plage, totalement, je ne sais pas, vidé de tout. Et depuis, ça fait 18 ans qu'aucune enquête n'a abouti à l'arrestation de ces assassins. Et pourquoi je parle de ce dossier? Je parle de ce dossier particulièrement parce que Atouté Agbobli était, j'étais plus ou moins, on était des voisins de quartier. Et à l'époque, on était dans un petit cercle de réflexion avec Khalif Nadim et puis d'autres personnes. Et on réfléchissait, il y avait des conférences qui se déroulaient un peu partout en ville. Et nous, on les accompagnait puisqu'on était des voisins. À l'époque, il nous prenait dans son minibus là, et puis quand on revenait, et puis chacun rentrait chez lui. Et dans ce cercle de réflexion, on a eu à traiter beaucoup de sujets, notamment le fameux NEPAD qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un projet, je pense, du président Wade dans les années 2000 qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, le NEPAD. Et il y avait plein de réflexions, de débats autour de cette question de NEPAD. Atouté Agbobli n'était pas trop pour et Nadine était pour, il y avait d'autres. Et donc il y avait plein de débats enrichissants qui nous permettaient de comprendre aussi un certain nombre d'enjeux. Agbobli revenait sur le plan de Lagos, écrit par Edem Kodjo et le Nigérian dont j'oublie un peu le nom. Donc on a participé à ces activités avec lui et le 20 août là, non, le 15 août là, on annonce son décès ou son assassinat. Et en 2010, quand Faure Gnassingbé est reçu, je pense par le président François Hollande, la question lui a été posée sur
l'assassinat de Atucha Gbobli, et si je m'en souviens très bien, il a déclaré que les enquêtes étaient en cours et que la situation, cette affaire allait être élucidée. 18 ans après, personne ne sait ce qui s'est passé. La seule chose qu'on sait, c'est que Atucha Gbobli, qui était très ami à Jonas Malero Savimbi, Jonas Savimbi qui était le chef rebelle en Angola, vous savez que l'Angola était plongé dans une guerre fratricide au lendemain des indépendances. C'était une guerre à la fois idéologique mais aussi ethnique. Donc il y avait des problèmes entre Augustino Neto, plus tard Dos Santos, avec Holden Roberto et Jonas Savimbi, qui pilotaient l'UNITA. Et donc Jonas Savimbi, qui était un chef de guerre, avait des relations avec certains chefs d'État africains, notamment Houphouët-Boigny, Yadema, Blaise Compaoré. Et Jonas Savimbi, pour contourner l'embargo des Nations Unies, donnait beaucoup d'argent au régime togolais, qui violait l'embargo des Nations Unies et qui achetait beaucoup d'armes à Jonas Savimbi, dont certaines armes étaient entreposées au Togo. Et en retour, Jonas Savimbi ramenait à Yadema beaucoup de diamants et des pierres précieuses. Alors, il y a un livre qui est là et qui parle de cette violation de cet embargo de la guerre en Angola par le Togo, avec en relief le rôle joué par non seulement Yadema lui-même, mais le général Tidjani, qui était à l'époque le chef d'état-major. Dans ce livre-là, ça a été écrit par un célèbre auteur suisse qui était un journaliste, ethnologue et tout ça, Gilles Labarthe. Le Togo de l'esclavage au libéralisme mafieux. Pour ceux qui ont lu ce livre-là, c'est un livre assez intéressant sur le caractère de mafieux de l'État togolais. Et ce livre-là, Gilles Labarthe a eu accès à des documents déclassifiés de l'ONU dans lesquels on relève comment le Togo a violé l'embargo et faisait le trafic d'armes avec Jonas Savimbi. Et donc, les enfants de Jonas Savimbi étaient au Togo, certains enfants, d'autres étaient en Côte d'Ivoire, et habitaient la zone de Ranco, dans des grandes villas. Ils fréquentaient Saint-Thio, lycée de Tokon et tout ça, mais ils ne portaient pas le nom de leur père. Et donc, quand Jonas Savimbi a été assassiné, Feu Gbobli, qui était l'un de ses meilleurs amis, il a d'ailleurs épousé une Angolaise qui était ambassadrice à Varsovie, il faisait une enquête sur les biens de Savimbi au Togo. Donc il était sur les traces des biens de Savimbi, notamment les armes, c'est beaucoup d'armes, et les pierres précieuses qui étaient dans les mains de la famille Gnassingbé. Et donc c'est dans cette enquête-là qu'il a été enlevé et torturé à l'ANR. On dit que c'est Massina qui a eu à le faire parce que c'était lui qui était le patron de l'ANR à l'époque. Et donc le colonel Alès Yotrofaï Massina, qui, selon toutes les informations, qui a piloté l'assassinat de Atucha Gbobli et qui a fait jeter le corps à la plage pour effacer les traces. Et le colonel Massina a dirigé l'ANR, il a dirigé la gendarmerie. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il n'est pas pour autant inactif. Normalement, il doit rendre compte. Mais l'ANR, juridiquement, était sous l'autorité du président de la République, donc de Faure Gnassingbé. Donc on ne pouvait pas assassiner Gbobli sans l'ordre de Faure Gnassingbé. Et donc aujourd'hui, Massina est tranquille. Parfois, on le sollicite même parfois pour des missions barbouzes. Son nom est revenu récemment dans les histoires du Bénin. L'affaire n'est pas encore trop claire, mais son nom est revenu dans les histoires du Bénin avec ce que les Tigris ont tenté de faire. On est en train de continuer les investigations. Visiblement, il aurait été un élément clé dans le dispositif de Tigris pour renverser Patrice Talon. Ça, c'est un autre détail qui reviendra plus tard. Et donc, le colonel Massina est aujourd'hui libre de ses mouvements, en tout cas au Togo, et il n'est inquiété de rien du tout, alors que selon toutes les informations, c'est lui, ce sont ces éléments qui ont enlevé Atucha Gbobli et qui l'ont amené à l'ANR, qui l'ont torturé, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, l'ANR
est sous l'autorité directe de M. Faure Gnassingbé. D'ailleurs, les enfants de Savimbi sont revenus plus tard au Togo pour prendre possession de certains biens de leurs parents, notamment les maisons qui sont à Ranco là-bas. Ils ont trouvé des portes closes. Entre-temps, les armes qui étaient stockées, c'était des armes très lourdes qui étaient stockées à Pia, ont été restituées à l'État angolais dans un processus assez discret. Il y a un avion angolais qui a atterri à Niamtougou. Les armes ont été embarquées dans cet avion-là, cargo, et ont été ramenées en Angola. Et à la suite de la restitution de ces armes-là, Faure est parti en Angola. Si vous tapez sur Internet, vous verrez la date à laquelle Faure était parti en Angola. C'est à la suite de la restitution des armes qui étaient entreposées à Pia que Faure est parti en Angola. Je ne parle pas de sa visite en Angola ces temps-ci. Il y a de cela 6-7 ans, il était parti en Angola. Donc, Atuti Agbobli, ça fait 18 ans d'impunité. Sa maison a été cambriolée après, je pense 5 ans après son décès. On ne sait pas ce que les gens sont venus chercher de plus. Peut-être que ce sont les ascenseurs qui sont revenus sur le lieu du crime. Et je me rappelle qu'il y a un de ses frères qui m'avait invité à venir faire le constat avec eux de la manière dont la maison a été cambriolée. La maison se trouve juste derrière le domicile de Kwasi Kuti à Djidjolé. Et donc c'est là-bas qu'il y avait le domicile de feu Atuti Agbobli. Une pensée à lui et à ses proches. Alors, on va aller rapidement à Fagnan. Pourquoi on va à Fagnan? On va à Fagnan parce que Fagnan a un gros souci de bitumage de la voie à Fagnan, à Gomeglozu et tout ça. J'ai parlé plusieurs fois de cette voie-là et aujourd'hui la situation est de plus en plus compliquée avec les dernières pluies qui sont tombées dans la localité et les inondations qu'on a connues. Et donc, à Fagnan, et tout... C'est-à-dire, vous savez qu'Afagnan abrite l'un des hôpitaux les plus équipés du pays depuis les années 60, je pense que c'est 63, 64, c'est en 61 que Sylvanus a posé la première pierre de cet hôpital, Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan. Et pour aller à Afagnan, on a 2 tronçons. Il y a l'axe Amenyran, Afagnan, à Gomeglozu, aux frontières du Bénin, donc à Tiémé. Vous avez le premier tronçon, c'est Amenyran, Tirikpo, Afagnan, Glita. Et Afagnan étant le principal tronçon, vu la position de l'hôpital. Et puis vous avez la deuxième portion, c'est Afagnan, à Gomeglozu, frontière du Bénin. Et donc, lorsque Yahi Boni était encore président, à l'initiative des 2 pays, il était prévu de goudronner cette voie-là, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui traversent la frontière et qui viennent à l'hôpital d'Afagnan. Et l'hôpital d'Afagnan, on nous a dit que c'est là où un certain Faure Gnassingbé a vu ses jours, dans les années 66, un 6 juin 66, que c'est dans cet hôpital qu'un hélicoptère est venu atterrir avec sa mère qui serait enceinte et qu'on l'a enfanté là-bas et que après l'hélicoptère est reparti. Et donc, quand on est chef d'État et que je sais pas comment dire ça, on est né dans un hôpital de ce genre-là, ne serait-ce que pour honorer la localité, il fallait vraiment bitumer la voie, rehausser l'image de l'hôpital, l'équiper et dire aux gens, c'est ici que je suis né et quand je suis devenu président, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais rien n'a été fait. Et donc, il était prévu de bitumer la voie. Il n'y a que le Bénin qui a bitumé sa portion jusqu'au niveau de la frontière avec le pont qui débouche sur la Gomeglozu. Et le jour de l'inauguration de ce pont-là, de cette voie du pont, Yahi Boni était là et le Togo n'avait envoyé que, je pense, le Premier ministre. Et le Togo a dit, on va bitumer, mais rien n'a été fait. En 2023, la coopération suisse, en collaboration avec l'IOMOA, avait initié un autre projet, de bitumage du tronçon de l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu d'Afagnan jusqu'à Gomeglozu, aux frontières du Bénin. C'est d'une longueur de 9,60 km. L'ensemble de la voie qui part de Amenyran jusqu'à la frontière du Bénin, c'est 14,80 km. Mais la portion qui part de Afagnan pour Gomeglozu, ou bien c'est
à Gomeglose, c'est 9,60 km. Pour soulager les malades qui viennent du Bénin. Donc, la coopération suisse, en collaboration avec l'UOMOA, puisque le Bénin a déjà goudronné sa part, sa portion, ils ont demandé qu'ils vont financer le Togo pour que le Togo puisse bitumer aussi sa portion. Et le régime togolais a dit non, que nous-mêmes, on a un projet, on va le faire. Et donc, ce financement de 8 milliards qui devait servir à goudronner cette portion qui part d'Afagnan vers la Gomeglose pour permettre aux Béninois de venir se soigner chez nous, le projet n'a pas abouti parce que le Togo a dit eux-mêmes ils vont le faire, ils ont programmé le faire. Et ils ne l'ont jamais fait. Jamais ils ne l'ont fait. Et depuis 2023 jusqu'à ce jour. Et donc, étant donné que beaucoup de gens viennent du Bénin pour se soigner à l'hôpital, et comme la voie est totalement dégradée, les Béninois ne viennent plus, et même du côté du Togo, à part les accidentés, quelques personnes, la fréquentation de l'hôpital a chuté. On va voir les chiffres. J'ai récupéré quelques données jusqu'en 2021, où vous allez voir ensemble comment les chiffres ont baissé à l'hôpital d'Afagnan, donc les gens ne viennent plus tellement, ce qui constitue un manque à gagner terrible pour cet hôpital-là. Et donc, aujourd'hui, cette voie-là est toujours en train d'être rafistolée. Actuellement, à l'heure où je vous parle, on a amené une entreprise là-bas qui essaie de coller, de rafistoler le goudron et, comment on appelle ça, le goudron et la terre rouge. C'est-à-dire, il y a une entreprise qu'on a fait venir qui essaye de mettre du goudron sur le sable. Un truc genre rafistolage, quoi. Comme on le dit en vernaculaire, ils sont en train de faire un peu de pati-pati, une partie de Améniran là-bas. Mais le reste, c'est de la terre rouge. Et quand il pleut, la descente avant d'arriver à Améniran, il y a un ravin là-bas. L'eau déborde. On a vu les images quand il a plu il n'y a pas longtemps. L'eau déborde totalement et les gens ne peuvent pas passer. Et ça crée des difficultés quand il faut amener les femmes enceintes, il faut que les ambulances passent, il faut ci, il faut ça. Rien de tout ça aujourd'hui n'est fonctionnel dans la zone d'Afagnan. En 2015, Faure Gnassingbé est arrivé à Afagnan là-bas en pleine campagne électorale et il a lancé même un coup de pioche pour le bitumage de la voie à Améniran. Il a déclaré publiquement que dans quelques mois, la route à Améniran jusqu'à Afagnan sera goudronnée et ils vont poursuivre jusqu'à Afagnan et à Gomeglose et à Tiémé. 2015, un président de la République, candidat à sa propre succession, est parti en campagne, a donné un coup de pioche pour le bitumage de la voie et depuis 2015 à ce jour, rien n'a été fait. Absolument rien n'a été fait. Et donc, aujourd'hui, les gens qui sont à Afagnan souffrent le martyre. Et quand on amène les malades des zones minières, c'est avec la croix et la bannière que les ambulances arrivent à accéder à l'hôpital. Je rappelle que c'est dans cet hôpital de Bamono que Faure est né un 6 juin 1966 et que le constat est fait aujourd'hui de façon factuelle que depuis 21 ans qu'il est au pouvoir, il est incapable de goudronner la voie qui donne accès à l'hôpital, mais il est aussi incapable de réhabiliter l'hôpital, ne serait-ce que pour son propre bien et son honneur. Mais bon, voilà, quand on aime du bien, on fait du bien, et quand on n'aime pas du bien, on ne peut pas faire du bien. Alors, on continue, je reviendrai sur le cas d'Afagnan plus tard, on continue, il y a encore quelques sujets. On parle à Takpamé, et on va suivre une vidéo ensemble à Takpamé. Problème d'eau toujours. On peut suivre la vidéo plusieurs fois, la technique. Nous sommes au CHR d'Atakpamé, l'hôpital régional d'Atakpamé, sur la montagne là-bas, derrière, je pense, Notre-Dame NDA, Notre-Dame d'Afrique. C'est un hôpital qui est en hauteur, voilà, et nous sommes dans un CHR. Et cette vidéo date de mardi ou de mercredi, si je m'en souviens bien. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont venus donner de l'eau à l'hôpital. Il n'y a pas d'eau dans l'hôpital. Il n'y a pas d'eau courante dans l'hôpital d'Atakpamé. C'est un CHR. Dans la hiérarchie des hôpitaux, on a le CHU, on a le CHR, on a le CHP, on a le CMS et on a les cases de santé. Je répète, dans la hiérarchie des hôpitaux, on a les CHU,
d'accord, centre hospitalier universitaire, on a les CHR, donc centre hospitalier régional, on a les CHP, centre hospitalier préfectoral, on a les CMS, centre médico-social, et on a les cases de santé. Nous sommes dans un CHR, c'est-à-dire deuxième catégorie, un hôpital régional. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau dans l'hôpital. Donc, ce sont les sapeurs-pompiers qui amènent de l'eau et le personnel hospitalier et les malades apportent comment j'appelle ça, des seaux pour venir prendre de l'eau et aller faire les soins. Et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Et le problème date de longtemps. Et quand le personnel de l'hôpital interpelle la direction et les autorités, on dit que c'est un problème général pour la ville et qu'ils ne peuvent rien. Et donc, les médecins, quand ils doivent aller dans les blocs opératoires, ils se lavent avec l'eau de pure water. Ils mettent de l'eau dans les seaux d'eau pour aller dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau courante dans les robinets, dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau pour laver les mains après consultation. Ils n'ont pas d'eau dans les blocs opératoires, même dans les soins élémentaires. Ils n'ont pas d'eau pour laver les mains. Donc, c'est les pure water qu'on leur apporte. C'est les seaux d'eau qu'on amène avec l'eau des sapeurs-pompiers comme ça, qui permet aux médecins de travailler à l'hôpital régional d'Atakpamé. La dernière fois, quand j'ai posté la vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire des témoignages pour dire que quand il y a eu la fête traditionnelle à Atakpamé la dernière fois, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau. Aux affaires sociales, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau qui sortait des robinets. Et donc, dans l'hôpital, un hôpital régional, c'est-à-dire l'hôpital régional, on parle de la région. L'eau ne coule pas dans les robinets pour permettre au personnel hospitalier de travailler sans aucun problème. Vous imaginez? Et donc, tous ces gens-là, quand ils veulent faire leurs besoins, le personnel hospitalier, ils urinent dehors, sur la cour. Le personnel hospitalier au CHR d'Atakpamé, ils urinent sur la cour, sur les murs, parce qu'ils ne peuvent pas uriner dans les toilettes, parce qu'il n'y a pas d'eau pour chasser les urines ou pour chasser les besoins. Donc, les seaux d'eau, quand les sapeurs-pompiers viennent livrer l'eau comme ça, ils gèrent l'eau avec un peu de parcimonie. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas l'eau à l'hôpital, il n'y a pas l'eau à la prison. Le même véhicule que vous voyez là amène aussi l'eau à la prison civile d'Atakpamé, sur la hauteur là-bas. Je ne sais pas s'ils vont aussi à la préfecture, mais ils amènent l'eau aussi dans les tribunaux. Donc, il n'y a pas l'eau dans la ville d'Atakpamé. Mais il n'y a pas que Atakpamé. Dans toute la région, il y a des problèmes de ce genre. L'hôpital de Kouniaou, je ne sais pas si c'est un CHP, je pense que ça doit être un CHP. Il n'y a pas l'eau, pareil, à l'hôpital de Kouniaou. Pour faire les interventions, les infirmiers, je ne sais pas comment les appeler, les assistants n'ont pas d'eau. Les sages-femmes pour accoucher n'ont pas d'eau. À l'hôpital de Kouniaou, c'est le camp Témédia, la caserne de Témédia, qui met l'eau dans une citerne et qui envoie à Kouniaou pour permettre à l'hôpital de Kouniaou, dans la Kébou, de fonctionner. La caserne de Témédia, elle est à Témédia, au bas de la montagne. C'est elle qui prend l'eau dans un véhicule citerne qui monte, qui prend la montagne, qui va jusqu'à Kouniaou pour donner de l'eau au centre hospitalier de Kouniaou. Agné, c'est pareil. Agné, c'est pareil. Il n'y a pas d'eau à Agné. Ce sont les Chinois de la sucrerie d'Agné qui donnent de l'eau à l'hôpital d'Agné et même à toute la ville d'Agné. Et pratiquement tout le Togo fonctionne comme ça. Nous sommes en 2026. 2026. Pendant ce temps, les gens du NIR sont en train de chercher l'argent, de mobiliser l'argent pour faire des marches de soutien au PC et pour dénoncer la CEDEAO. Les gens du NIR sont à la recherche de 2 milliards ou de 2 milliards 500 pour organiser une marche de soutien au PC et dénoncer la CEDEAO. Mais les pommes que les gens le doivent. 2 milliards 500, on l'a sort au forage. Les Atakpamé, les Founou, pour que l'hôpital ait de l'eau en permanence. On l'a sort au forage les Kouniaou, on l'a sort au forage les Agné, on l'a sort au forage la fille coquille et simule les Kondi, les Amouate Kossi. Donc il y a nos Kondi et si on l'a sort Kolassi, Sagifam, on l'a nos Kondi et si on l'a sort Kolassi, on l'a Pérignon, on l'a Divia, il n'y a pas d'eau. C'est les sapeurs-pompiers qui apportent de l'eau dans les seaux pour que les sages-femmes puissent aider les femmes à accoucher. Et sans compter le délestage.
En plein bloc opératoire, il y a des délestages. Au Latizo, hôpital Amoudou, groupe électrogène, à Molekou, les gens meurent. En pleine opération, il y a le délestage. On coupe l'électricité. L'hôpital n'a pas une autonomie d'électricité et les gens meurent. Ça se passe au Togo. Tous les jours, les gens voient, les gens regardent. Mais personne ne voit que le pays est totalement catastrophique. Pendant ce temps, les gens du NIR, ils sont en train de mobiliser l'argent pour aller faire une manifestation de soutien à Fogna Singbe et dénoncer la CEDEAO. La CEDEAO qui vient de leur donner 30 ambulances et ils ont pris pour les urgences. Quand vous dites que la CEDEAO n'a pas le droit de se mêler de vos histoires, que le Togo est un État souverain et que vous n'allez pas mettre en application la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, mais la CEDEAO vous donne des ambulances, vous prenez. Et le ministre de la Santé vient, il écarquille les regards, il est tout content, il coupe le ruban pour prendre les ambulances. Pourquoi vous ne refusez pas les ambulances de la CEDEAO? Donc, votre souveraineté là, ça s'arrête juste à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est-à-dire, votre souveraineté, vous l'évoquez quand on parle de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais quand la CEDEAO vous donne des ambulances, vous prenez. Cette semaine, la CEDEAO vous a donné 30 ambulances pour les urgences. Je suis allé regarder ça sur le site de la CEDEAO. Vous n'avez pas refusé de prendre ça. Donc, voilà le calvaire de nos concitoyens, de nos compatriotes dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Et il était important que je commande cette vidéo-là pour que les gens voient dans quelles conditions les médecins se battent, les infirmiers se battent, les sages-femmes se battent dans les hôpitaux pour soigner les gens, sans eau, sans électricité. Je ne parle pas encore du matériel. Vous voyez? Et c'est ça. Alors, il y a cette histoire de bitumage de la route Lomé à Takpamé, Toblekop à Takpamé. On dit qu'on veut faire un boulevard, une autoroute, une route à double voie et on demande aux gens qui sont à Tchévier, tout ça, de dégager les voies sans, je sais pas, il y a un délai qui a été donné, je pense que c'était le 27 juillet dernier. Je crois savoir que dans un plan initial, il y avait, comment on appelle ça, il y avait un tracé qui contournait la ville de Tchévier. Et maintenant, on n'évoque plus ce tracé-là. On dit que la route va traverser la ville et qu'on va casser les maisons. Je ne sais pas quel genre de route ils veulent faire. Ford avait promis dans les 20+ en 2005 l'autoroute de je ne sais pas quoi, le fleuve de l'espoir. Il n'a pas fini les études de faisabilité 21 ans après, 22 ans après. Maintenant, on ne sait pas quel genre de route ils veulent faire. Il y a la route de Palimé qui traîne depuis 5 ans. Ils n'ont pas fini. On ne sait pas d'où vient le problème, si c'est l'entreprise, si c'est l'État. La route, en tout cas, elle n'est pas terminée. Depuis 5 ans, vous n'arrivez pas à faire une route de 112 km, bien 119 km. Maintenant, on est sur la portion d'Atakpamé. Et on ne sait pas quel genre de route vous voulez faire. Est-ce que c'est une autoroute? Ça m'étonnerait parce que vous n'arrivez pas à faire les petites rues à Lomé. La route de l'IPG, vous l'avez abandonnée là-bas. Vous avez mis maintenant le sable, ça fait la poussière dans les quartiers. Les routes de Bekota, vous les avez abandonnées. Donc vous n'arrivez pas à faire les petites rues de Lomé. Maintenant, je ne sais pas si c'est autoroute que vous voulez faire, c'est boulevard que vous voulez faire, c'est route à double voie. Personne ne sait rien. Si c'est une piste, on ne sait rien. Mais comme vous n'aimez pas les bonnes choses, je vais vous montrer comment on fait les routes au Ghana. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Et comme on est à l'ère de l'Internet, on a partout les éléments comparatifs. La dernière fois, je vous ai montré le TER au Sénégal. Je vous ai montré le BRT au Sénégal. Tout ce qui a été fait pour améliorer la circulation au Sénégal. C'est important qu'on montre ces choses-là pour que nos sœurs, nos petits frères aient des éléments de comparaison. Eux qui ne voyagent pas souvent puissent avoir des éléments de comparaison et constater par eux-mêmes que leur pays est en arrière, que leur pays est en retard. Et donc, c'est ça aujourd'hui la magie des réseaux sociaux. Le fait que les jeunes ont des éléments de comparaison. Quand on fait une route au Ghana, tout le monde apprécie. Quand on fait une route au Bénin, tout le monde apprécie. Quand on construit un marché au Bénin, tout le monde apprécie. Au Ghana, c'est pareil. Maintenant, nous allons de temps en temps balancer quelques vidéos pour que les gens voient ce qui se passe dans les pays voisins ou ailleurs. Et que nous ne sommes pas encore à leur stade. Et donc, on va faire d'abord les routes au Ghana. Vous allez voir comment les Ghanaiens font les routes. Donc, mi Ghana, comme nous sommes dans la dynamique, Ghana Toa, Odona Moka, Nkrumah Game, autoroute. Technique attend d'abord. Odona Moka, Nkrumah Game, Odo Motorway.
autoroute, moi, quand on a les années 2000, il va les solides. Après, il va virer. Quand on a gamé, moto, oui. Donc, eux, ils font les routes et ils les font bien. Ils associent leurs ingénieurs, les universitaires, le génie militaire, plus les entrepreneurs, et ils font les routes. C'est les catégories qu'ils associent. Les universitaires, donc toutes les facultés qui sont dans les travaux publics au Ghana sont sollicitées. Le génie militaire est très sollicité dans les travaux publics, les entrepreneurs et puis après les gens du secteur privé. Et donc, si vous voulez faire une route, Lomé à Takpamé, je ne sais pas quel genre de route vous voulez faire, allez au moins regarder ce que les autres pays font. Il n'y a aucune honte à tricher ce qui se fait de bien à côté. On va voir les routes au Ghana. Ils sont en chantier partout. Ils font les routes partout. Les routes qu'on fait au Ghana, je n'en ai pas encore vu pratiquement dans certains pays africains. Ils font des routes à tous les niveaux. Les étages, les tunnels, un peu partout. Regardons. Au moins, ça va vous donner une idée pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec la route que vous voulez faire de Lomé à Takpamé. Accra Koumassi, c'est une partie de la route. C'est pas encore l'autoroute, hein, c'est une partie de la route. Parce qu'ils sont en plein chantier devant. Accra Koumassi, ils sont en train de le travailler. Voilà. Voilà les routes. Et vous pouvez voir ça sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube et pour, sur ma page Facebook. Accra Koumassi, il continue devant. Hein? Et nous, vous n'aimez pas les bonnes choses. Si vous faites des routes comme ça au Togo, Ford peut faire 100 ans au pouvoir. Vous allez nous dire que Ford va faire 1 million d'années au pouvoir. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont fait plein d'autres routes plus larges que ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez les routes? C'est à côté, hein? Nous sommes à la frontière, c'est à côté. Vous voyez les routes qu'ils font? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez comment ils sont en train de bétonner les routes? Vous voyez? Ils mettent du béton armé avant de mettre une couche de goudron après. Du béton, comme on le fait les autoroutes en Occident. Mettre du béton armé. Et c'est parti pour 60 ans, 50 ans. Vous voyez ça? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire une piste, des ruelles, ou bien double voie, comme vous en avez à Lomé, qui ne sont pas assez larges. Voilà. Voilà les routes que les Ghanéens sont en train de faire. Vous allez sur les pages du Ghana, vous voyez, ils font plein de routes. On va voir le Sénégal. La dernière fois, on a parlé un peu de... On va parler un peu de BRT, tout ça. Le Sénégal vient d'inaugurer une polyclinique internationale gérée par les militaires. C'est comme le pavillon militaire au Togo. Vous allez regarder ce qu'ils ont fait. Il y a cela quelques jours, ils ont inauguré une polyclinique internationale gérée par les militaires. Et c'est une polyclinique 5 étoiles. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est au Sénégal. Hein. C'était des projets qui étaient structurants avant le départ de... voilà. C'est une polyclinique internationale de Dakar pour permettre de soigner les gens en Afrique plutôt que des gens aillent en France et tout ça. C'est géré par les militaires. Et nos frères militaires, vous qui allez faire les manœuvrages à Doc Talafia, où on vous paye très mal, vous ne luttez pas pour qu'on vous construise votre propre hôpital militaire. Ce que Nyakadé a commencé par construire au Kanrité là-bas, c'est abandonné aujourd'hui. C'est abandonné. Le bâtiment est abandonné. Le chantier est abandonné. Et donc, depuis que Nyakadé a quitté le ministère, cet hôpital, ou c'est pas, c'est un hôpital militaire, à l'intérieur du Kanrité est totalement abandonné. Mais ici, là, c'est exclusivement pour les militaires. Au Togo, au lieu que vous vous battez pour qu'on vous crée un hôpital militaire, parce que vous vous formez beaucoup dans la médecine, vous préférez aller faire les manœuvres pour Doc Talafia, où on vous paye moitié prix. Ça, c'est les militaires sénégalais. Vous voyez comment ils sont beaux? Vous voyez comment l'hôpital même dégage une certaine... la beauté, la modernité. Vous voyez, cet hôpital-là, avec les images que tu vois, tu peux aller dormir là-bas, même si tu n'es pas malade, bien même si tu meurs, même là-bas, c'est bon, quoi. Vous voyez? Bon, ça, là, vous ne pouvez pas avoir ça au Togo.
vous les militaires, c'est une clinique, polyclinique internationale qui vient d'être achevée à Dakar. Et ce sont les militaires, vous les voyez, c'est des gens, et ils sont d'une autre dimension. Vous voyez la propriété, vous voyez le matériel, vous voyez la modernité. Et vous préférez suivre une dame à Lomé que vous appelez maman et elle vous sollicite pour aller travailler dans son hôpital contre des miettes. Ça, c'est 5 étoiles. Hein? 5 étoiles. Pour soigner certaines maladies rares au Sénégal. Et c'est l'armée qui s'en occupe. C'est les militaires qui s'en occupent. Avec les matériels de pointe, dernière génération. Ça vient d'être achevé. Oui, c'est vrai, l'hôpital donne envie de tomber malade. Quand tu vois un hôpital comme ça, tu as envie de tomber malade. Parce que c'est eux-mêmes, ils l'appellent un hôtel 5 étoiles. Parce que vous savez, le mot hôpital et le mot hôtel ont les mêmes souches. Ce sont des hôtels, sauf qu'à un endroit, on va se reposer et dans l'autre endroit, on va se soigner. Pour ceux qui connaissent l'origine du mot hôpital, ils savent que hôpital et hôtel ont les mêmes souches. Et donc, quand toi-même tu vois l'hôpital, tu te dis, mais ouais, ici, je peux aller me faire soigner. Hein? Je peux dépenser de l'argent pour me faire soigner. Et ça, c'est les militaires qui gèrent ça. Au Togo, vous avez des trucs qui ressemblent à des porcheries. Hein? Le pavillon militaire à Lomé, c'est une porcherie. C'est n'importe quoi. Voilà. Alors, le dernier élément de comparaison que je voulais vous présenter, c'est la diplomatie. Depuis bientôt 3 ans ou 4 ans, le Togo est sur tous les fronts. On dit oui, la diplomatie togolaise, la diplomatie, le Togo se mêle de ci, de ça, de tout, de ça, tout ça. Et le Togo est devenu un pays panafricain, voilà, et tout ça. Sauf que les autres pays avancent, construisent des infrastructures pour leur ministère, beaucoup de leurs ministères, les départements et tout ça. Et les Togolais qui disent, bon, ils sont devenus des panafricains, continuent de loger leur ministère dans un bâtiment colonial, qui date même de l'époque allemande, l'époque allemande française, je pense que c'est allemand. Et un bâtiment qui ressemble, je ne sais pas quoi, qui a l'air aujourd'hui de je ne sais pas quoi, démodé, qui ne reflète même pas les ambitions que le pays même veut se donner en matière de diplomatie. Et donc, c'est ici qu'on a le ministère des Affaires étrangères au Togo. Les diplomates n'ont pas de bureau, les gens s'entassent dans les bureaux, il fait chaud, les climatiseurs ne fonctionnent pas, les bureaux sont insuffisants et les gens s'agglutinent dans ce petit local-là que le blanc, qui est parti il y a 100 ans, a laissé pour notre pays. Pendant ce temps, les autres pays qui ont de l'ambition, ils sont en train de doter leur territoire d'infrastructures. On a vu au Bénin, le Ghana était déjà en avance. Là, on va voir au Gabon un immeuble, un bâtiment flambant neuf qui vient d'être construit pour... voilà, ça c'est le Togo, ça. C'est ça le ministère, le ministère des Affaires étrangères. Et le portail, même parfois, il dandine. Et voilà. Et donc, il y avait un gardien qui était là-bas. C'est moi qui ai écrit un article et puis on a sorti le gardien. Il y avait un gardien qui vivait au fin fond là, quelque part là-bas, dans le ministère. Il a fait pratiquement 20 ans. Tous ses enfants sont nés dans le ministère. Il vivait là-bas. Il avait une piole là-bas. Il séchait les slips de ses enfants, les habits sur une corde dans l'enceinte du ministère. Il a fallu que j'écrive des articles, que j'organise des émissions pour que ce gardien, finalement, on le déplace du ministère. Où il est parti là, ils l'ont chassé. C'était un gardien qui était là. C'était lui le propriétaire du ministère. Parce que, comme c'est lui le gardien, il a vu tant de ministres passer. Donc, il se prenait pour le propriétaire du ministère. Et il vivait dans une chambre-salon au fond là-bas, sous les arbres. Et il séchait les slips, les habits, tout ça, sur la cour, une petite cour dérobée du ministère. J'avais pris des photos, j'avais fait des articles là-dessus. Et on a fini par déloger le gardien. Vous imaginez? Donc,
le ministère de nous, je vois mes bâtiments, mais au Balikakana Fifi. Et c'est eux qui parlent de souveraineté, de panafricanisme et tout ça. Ils sont dans un bâtiment colonial de plus de 100 ans. Ils sont dedans. Maintenant, on va voir le Gabon. À peine il est arrivé il y a 3 ans là. Vous allez voir le ministère que Oligui a créé il y a quelques jours. Vous voyez ça? C'est le ministère des Affaires étrangères au Gabon. Ils appellent Hôtel des Affaires étrangères au Gabon. Il vient de construire ça. Oligui n'a pas encore fait 5 ans au pouvoir. Hein. Il construit pas mal d'infrastructures. Il faut aussi suivre les pages du Gabon. Il va dans les pays, il voit ce que le Gabon n'a pas, il copie, il fait au Gabon. Les routes, les infrastructures, les casernes, les hôpitaux, il construit, il fait de son mieux. Et donc, il faut aller sur ma page YouTube et puis, voilà le ministère des Affaires étrangères du Gabon. Ça vient d'être construit. Et ils ont donné le nom de Jean Ping à ce bâtiment. Ils ont donné le nom de Jean Ping qui était ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l'Union africaine. Et c'est Jean Ping qui vient c'est Oligui qui vient de construire ça pour la diplomatie gabonaise. Donc, vous voyez comment nous sommes restés dans un village au Togo avec Faure Gnassingbé et sa bande de barons, tout ça. Des gens qui dépensent des milliards pour aller mettre leur bouche dans des problèmes qui ne nous concernent pas. Et même chez eux, ils sont incapables de construire des infrastructures qui sont à la hauteur des ambitions qu'eux-mêmes ils affichent. Le ministère des Affaires étrangères du Gabon, Oligui n'a pas encore fait 5 ans, il n'a même pas encore fait 4 ans. Il retape les choses, il construit. Il a dit la dernière fois dans une vidéo que je vais dans les pays africains. Je suis allé en Gambie, je suis allé au Ghana, je suis allé en Côte d'Ivoire pour voir ce qu'ils ont fait de mieux que nous. Et je copie et je viens implémenter. Je copie ce qu'ils ont fait de mieux que nous et je viens implémenter. Nous devons avoir un pays moderne. J'ai suivi de ces vidéos et lui-même, il est sur les chantiers en train de donner des directives. On peut tout reprocher à ce gars. Il bosse. Allez suivre les pages du Gabon et vous allez avoir des éléments de comparaison. Chez nous, quand on se lève, on dit vive le PC. On dit vive le PC, que le PC est là, vive le PC. Ça, c'est un ministère des Affaires étrangères. Quand tu es diplomate et que tu es même dans ces locaux-là, toi-même, tu as le cœur tranquille. C'est comme on vient de voir l'hôpital. Toi-même, tu es fier d'être un diplomate. Parce que vous avez un cadre de travail totalement moderne. Il y a des bureaux pour tout le monde. Tout est assaini. Vous avez tout pour travailler. Mais regardez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Regardez le Gabon. Regardez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Donc, quand on parle de l'incapacité de Faure Gnassingbé, de ces limites qui ne peut plus rien faire pour le Togo, les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien. Les gens pensent que bon, on lui en veut parce que non. Le gars, il est là, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien. Il n'a plus d'idée, il n'a plus rien du tout. Il est là juste pour protéger son pouvoir. La preuve, il y a les miliciens qui n'ont même plus de personnel. Les gens travaillent, ils n'ont même plus de papier, ça ne lui dit rien. Je pense que j'ai évacué tous les sujets. Voilà, il reste le train. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Il reste le train. Voilà. On va sur le Blue Line. La seule invention de Faure Gnassingbé qui n'est jamais allé au bout. Blue Line avec Bolloré, son ami. Ils sont venus ici nous dire que comme ils n'ont pas pu construire l'autoroute de l'amitié, qu'ils vont faire fonctionner les rails. Un matin, Faure s'est levé, flanqué de son ami Bolloré et de Charles Gaffan. Ils sont allés à la gare ferroviaire qui est à côté du ministère du commerce là-bas. Ils ont remis une couche de peinture à une vieille locomotive. Ils ont rebadigeonné quelques rames de train fatigués, des wagons fatigués. Ils ont mis des couches de peinture et ils ont mis quelques sièges dedans ils ont mis les boulons pour tenir les sièges. Et ils ont dit oui, que le Togo est en train d'inaugurer une ligne ferroviaire. Bolloré était là, Faure était là, ils ont rameuté les journalistes, à l'époque on était là. Les gens sont allés, ils ont fait de la publicité, la TVT, que voilà, le Togo lance un nouveau train et c'est Blue Line. À peine le train a démarré du quartier administratif là-bas, le train n'est même pas arrivé à Gbalepedo, le train est tombé en panne. Ils sont tous descendus du train, ils ont fui. Et le train est tombé en panne. Et le train n'a plus jamais travaillé. Ils ont démarré le train.
du quartier administratif là-bas. Et ils ont même fixé des climatiseurs dans le train. Vous allez voir les climatiseurs dans le train. Ils ont fait du bricolage avec des couches de peinture sur les vieilles locomotives. Et ils ont démarré le train. Bolloré était derrière fort. Et il faisait de la publicité. Mais voilà. Le train a démarré. Le train n'est pas arrivé à Balepédo. Et puis c'est sur les vieilles rames comment on appelle, les rails. Les vieilles rames de rails. Les rails de 1914. Et le train arrive à Balepédo, le train ne bouge plus. Et tout le monde a eu peur, on a sorti tout le monde dedans, Fora a repris ses voitures, il est parti. Et le train n'a plus jamais travaillé. On va suivre le reportage de la TVT. Vous allez voir. Technique. Plaisir que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations technique. Pour leur faciliter le coup. Tu as vu le lancement, vous avez vu le lancement de la journaliste. Il dit c'est depuis hier que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles réalisations. Ça dit que c'est un événement majeur pour les Togolais. Vous avez vu le lancement du journaliste, on va reprendre ça. Elle dit c'est avec bonheur que les Togolais découvrent les nouvelles réalisations. On va écouter très bien les mots que la journaliste a choisi. C'est de la propagande. Écoutez. Plaisir que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations du gouvernement pour leur faciliter le quotidien. Après les ouvrages de lutte contre l'avancée de la mer à Anéron et le patrouilleur Agou pour la sécurisation des côtes togolaises hier, c'est le train voyageur qui retrouve vie ce samedi. Grâce au projet dénommé Blue Line Togo, initié par le gouvernement et réalisé par le groupe Bolloré, les Togolais peuvent désormais voyager en train. Et pour officialiser la renaissance de ce moyen de locomotion, le chef de l'État, le Premier ministre, le président du Parlement et leurs collaborateurs l'ont emprunté à la gare moderne en face du ministère du Commerce pour rallier Kakaveli, lieu des festivités. Et ça activité. Regardez comment c'est sale. Les rails sont sales. Une longue histoire qui remonte aux années 1900 avec l'entrée en service des premiers trains au Togo. Elle a connu un terme en 1997 avec l'arrêt de circulation des trains voyageurs. Ce 26 avril, une petite page de l'histoire de la voie ferrée s'est ouverte. La locomotive est de nouveau positionnée avec des wagons modernes pour le transport des passagers. Line Togo qui pilote Blue Line est initié par le gouvernement et réalisé par le groupe Bolloré. La gare centrale du Togo, sise en face du ministère du Commerce, est un cadre accueillant avec des sièges pour mettre à l'aise les clients. La société Blue Line Togo a été donc inaugurée ce jour par le chef de l'État, Fournier Singé. Voilà. Et ils ont fait du bruit. Les gens ont dansé à Badja, tout ça. Le train n'est pas... Il est très loin. Même Kakaveli, le train n'est pas arrivé. Il est arrêté à Balepédo. Tout le monde est descendu. Allons-y. Technique. Une vieille locomotive qu'ils ont mis une couche de peinture. Avec 2 wagons qu'ils ont peinturés, qu'ils ont mis une couche de peinture aussi. Ils ont mis des petits drapeaux, des drapelets à l'intérieur du train. Ça dit c'est de la narque quoi. C'est de la narque. Et ils ont mis les rames sur les rails de 1900. Et ils ont mobilisé les gens. Ils ont sorti les gens. Donc c'est les 2 rames là qu'ils ont travaillé. Ils ont mis de la peinture. Allons-y technique. La voix, tu peux sortir la voix. Entrer dans un train. Mais maintenant, comme le train a commencé, c'est ça qui a fait une joie qui m'anime. Je n'ai jamais entré dans un train. Mais maintenant, comme le train a commencé de voyager, de travailler, j'aurai le temps de rentrer dans le train. Je n'ai jamais voyagé à bord d'un train. Donc je pense que c'est une bonne initiative qui va permettre à beaucoup d'entre nous d'expérimenter ça. Ça va permettre de décongestionner la route. Puisque aujourd'hui on a beaucoup de taximans, de voitures et autres. Donc avec ça, beaucoup seront dans le train et ça va faciliter la circulation. Nous sommes très contents de ce projet et que nous soutenons vivement ce projet. Le train, voilà. Le train est parti.
Voilà le train. Ton technique, laisse la voir. Il est tombé en panne vers la balcon. Tout le monde est sorti. C'est des comédiens. Voilà, c'est ça. Vous avez vu les trains de Dakar, vous avez vu les trains du Ghana, vous avez les trains de l'Éthiopie, du Nigeria, vous avez vu les trains dans les autres pays. Voilà ce que Faure est venu avec son ami Bolloré présenter aux Togolais. Et ça n'a pas fonctionné 24 heures. Et depuis, plus rien. Les seuls trains qui travaillent à Lomé, c'est les trains qui font de la pollution. Voilà le seul train qui travaille à Lomé au Togo actuellement. Voilà les trains qui travaillent au Togo. Ce sont les trains des entreprises minières avec des locomotives de 1800. Voilà les trains qui travaillent aujourd'hui à Lomé. Je ne sais pas comment il faut décrire ce tamas de ferraille. Ce sont les seuls trains maintenant qui travaillent à Lomé sur les rails qui existent depuis 1900. Voilà. Puis pas encore le Lomé, on va dire que locomotive voilà. Ils sont allés chercher ça dans les archives, pas les archives, dans un magasin de vieux coups là, et ils sont allés sortir ça, et ils ont trouvé de bons mécaniciens qui ont démarré le moteur, et le train là, c'est le train là qui passe à Lomé. Voilà, le train le plus emblématique qui passe souvent à Tikoumé, avec la pollution. Dans toute la ville, tu peux voir la fumée là à 5 km. Ça, c'est le Togo moderne, ça. C'est le train qui passe à Lomé. Parfois, cette locomotive tombe en panne en pleine route, et bloquée dans moi. C'est ça. C'est le Togo, ça. Pendant ce temps, les Béninois sont en train de prévoir les trams bientôt. Les Ivoiriens sont en train de faire le métro. Les Ghanéens ont produit aussi un métro. Voilà. Nous, on retourne en 1900. Même en 1900, les trains même fonctionnaient mieux que le train là. Quand vous voyez un train comme ça, il va arriver à destination. Merci de votre écoute. On va aborder le second sujet de la F, ça c'était la rubrique des informations. Vous m'excusez. On va aller au grand marché. Et on va terminer par le port. On va aller au grand marché. Qu'est-ce que on dit à Afrique Pinto? Qu'est-ce que on dit à Afrique Pinto? Et il y a un vieux chan, on le brûle dans le vieux, il y a deux pipons, on doit piper port. Donc, on les doit me le faire, il y a un pipon. Alors, on va parler du grand marché de Lomé. Alors, quand est-ce qu'il y a eu les incendies? C'est en 2012 ou 2013? En 2013. Donc, il y a eu des incendies en 2013. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'a jamais été élucidé. Et avec tout le drame qui a suivi, beaucoup de nos grandes sœurs, de nos mamans, certains sont décédés, ont fait des AVC, ont perdu leur fonds de commerce et tout ça. Et depuis 2013, le Togo n'a jamais réussi à construire le bâtiment principal. Ce n'est pas le marché, c'est un bâtiment principal du marché. Pendant ce temps, dans les pays à côté, les gens construisent des marchés en 2 ans, en 8 mois, en 1 an, tout ça. Donc depuis 2013, donc ça fait 13 ans que le Togo est en train de construire un seul bâtiment de 3 étages pour un marché. Bon an, mal an, finalement, il semble que le bâtiment est prêt et qu'ils sont sur les finitions. Sauf que la situation risque de tourner au vinaigre. Pourquoi elle risque de tourner au vinaigre? Les PAM, constitués des pilleurs, des voleurs, j'ai toujours parlé de l'EPAM ici, de ce réseau de pillage organisé depuis le ministère de l'Intérieur, avec l'appui des autres structures qui se partagent l'argent dans le marché et qui vivent sous le dos de l'EPAM et des tickets des femmes et qui se font beaucoup de beurre, qui cassent le sucre sur le dos des commerçants. L'EPAM a organisé une